Salut à tous, alors bienvenue pour la nouvelle vidéo, je crois que c'est la deuxième. Donc là on continue la conception de base de données. Alors qui je suis, je me présente, je m'appelle Thibaut, je vais présenter en termes d'études, d'expérience. J'ai fait un master en marketing, communication digitale, tout classique. J'ai travaillé un peu, donc je faisais du dev chez moi pour m'entraîner rapidement. Je faisais au travail, je travaillais avec des développeurs. Voilà, j'avais certaines parties de mission qui étaient en relation avec le dev. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de me reconvertir. Donc, j'ai passé un titre RNCP de niveau Bac plus 2, qui est donc le développeur web et web mobile, que j'ai obtenu. Donc, je suis développeur aujourd'hui. Et là, je travaille en même temps. Je passe donc le titre RNCP concepteur et développeur d'applications. Et donc, je voulais partager avec vous un peu les bonnes pratiques au niveau de la conception. Alors, des choses basiques, là, on va sur des choses assez basiques parce que avant d'aller sur les choses complexes, il faut d'abord connaître les choses basiques, hein, ça, c'est très important. Donc, si vous avez raté la première vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo précédente sur le diagramme UML et avec le diagramme de classe et relations association. Ces diagrammes-là font partie du langage UML, qu'on a fait avec Plante UML. On avance, on va arriver donc sur la méthode Meurice. J'ai expliqué un peu la différence entre les deux entre le langage UML et la méthode Meurice. Pour moi, la grosse différence, le langage UML, c'est fait donc pour décrire votre application, surtout si vous programmez en programmation orientée-objet. Donc, puisqu'on parle de classe, hein, dans la programmation orientée-objet, on est avec des classes. Bizarrement, se retrouve ici aussi, des grammes de classe. Et la méthode Meurice, c'est une méthode, c'est la méthodologie, afin d'aller concevoir votre base de données. Vraiment, à la fin de la méthode Meurice, vous êtes censé pouvoir faire un script pour vraiment concevoir physiquement votre base de données. Voilà. Donc, on va tout de suite aller sur le modèle conceptuel de données. On va essayer de faire ça rapidement. Alors voilà, à quoi ressemble ce modèle conceptuel de données. Il est généré depuis Mokodo avec le modèle logique de données. Mais le modèle conceptuel de données, ça vous permet d'avoir un schéma simple. Si vous savez le lire, bien sûr, mais même là, si vous ne savez pas le lire, vous comprenez rapidement que là, on parle de base de données, donc on sait que les bases de données, il y a des tables, donc on dit, ah bon, il doit y avoir au moins, il y aura 3 tables minimum dans la base de données suivant ce modèle conceptuel de données. On voit qu'on a la table Project, Labels, Studies, Roles, Users et Register. Ça, c'est les tables. Mais sur le modèle conceptuel de données, ça s'appelle des entités. Ça sera donc, chacun sera des entités. Ces entités sont composées d'un nom et de propriétés. Voilà. Sur les entités, c'est tout ce que globalement on a besoin de savoir. Ça va pas besoin d'aller un peu plus loin de ça. Euh, Elles sont donc mises en relation avec d'autres entités. Les relations, c'est donc ce qu'on a ici, entre les deux là, hop, avec le verbe qui est donc appartenir, c'est des relations. C'est ce qui va définir les liaisons entre les entités en utilisant des systèmes de cardinalité. Les systèmes de cardinalité, c'est ici le 0n, enfin le 1n ou le 0n. À gauche, oui, à gauche, là, le 1, à gauche, c'est le minimum, la liaison minimum. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis minimum. Et le n, c'est la liaison maximum. Ça ne veut pas dire que 1 est le minimum qu'on peut mettre, alors, pour le coup, n, c'est le maximum qu'on peut mettre, mais ça veut dire que quand on va définir ici, on va dire quelle est la liaison minimale avec label. Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est 1? Est-ce que c'est n? Ok, on se pose la question. Là, moi, j'ai disais que c'était 1. C'est-à-dire que un projet, doit au minimum être attaché à un label. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Après, on peut se poser la question, quelle est la relation maximale avec label? C'est n. C'est-à-dire que projet
un projet doit être rattaché au maximum, peut être rattaché au maximum à plusieurs labels. Donc là, la relation projet doit avoir un label au minimum et peut avoir plusieurs labels au maximum. Les labels, bon, dans les vidéos, j'explique, hein, c'est les langages. Donc, par extension, je rajoute HTML, CSS, même si on dit que ce n'est pas des langages. Ils seront dedans, on ne va pas s'embêter sur la sémantique aujourd'hui. Vous avez donc après, moi je sais lesquels je vais mettre, hein, PHP, JavaScript, React, Vue, Angular, Laravel, voilà, tous les langages que j'ai vus. Bien sûr, dans le panneau d'illustration, je pourrais rajouter d'autres langages, je pourrais définir, je pourrais ajouter d'autres langages. Si demain je fais je sais pas, un projet, je fais un projet personnel sur Svelte pour l'apprendre, bah, je pourrais mettre que je rajouterai Svelte pour dire que ce projet-là est fait avec Svelte. Si dans un autre projet j'ai GraphQL, bah, je pourrais ajouter GraphQL et dire ce projet-là aura été fait avec GraphQL. Voilà. Donc ici, je me répète, hein, sur les relations, la liaison entre les deux, donc label, je disais que c'était 0n. C'est vous qui décidez ce genre de choses. C'est la conception, c'est à vous de décider ce genre de choses. Moi, j'aurais pu mettre que le projet, faire une liaison projet-label 0n. Dire que projet n'a pas forcément besoin d'un label. Mais je me bloque. Je me bloque exprès pour ne pas oublier que je dois mettre un label pour chaque projet. Parce que il ne faut pas que j'oublie comme c'est un portfolio, hein, si vous arrivez sur cette chaîne, je vous fais un petit aparté rapidement. Ça va être une série de vidéos pour faire un portfolio complet avec un front-end pour le côté client, un front-end pour voir ce que vous avez fait, pour montrer ce que vous avez fait. Vous avez un back-end qui va se composer d'un back-office, donc un système d'administration, donc un client, mais pour vous, donc protégé, pour administrer le côté client pour les visiteurs. Et vous aurez une API parce que le côté client pour les visiteurs ira chercher les informations sur la base de données via cette API. Voilà. La partie administration, il n'y aura pas vraiment d'API parce que ça sera directement mis en PHP. Il y aura les modèles pour envoyer les requêtes, mais on va faire vraiment ça différemment. On verra plus tard comment on va définir ça, mais le mieux c'est de faire un fichier API et un fichier web. On va les différencier. Même si parfois vous aurez des chemins identiques, vous mieux les différencier. C'est mieux pour la lisibilité. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. On voit, on comprend. Je vais vous expliquer après avec celui-là. On a donc, pareil, au niveau de la liaison, on a une liaison rôle 1N, user 1.1. Donc, si vous avez bien compris, là, je lui dis que user doit au minimum avoir un rôle et au maximum un seul rôle. Ça veut dire qu'il ne peut pas, par exemple, je sais pas, je mets un rôle super admin, et ben, il peut pas être super admin et si je mets un rôle user, il ne pourra pas être user. Il sera soit super admin, soit user. Si je mets un rôle visiteur, il sera soit visiteur. Le problème, c'est qu'un visiteur ne peut pas avoir de rôle parce qu'un visiteur, normalement, ne peut pas se connecter. Voilà. Un visiteur, c'est quelqu'un qui visite votre site. Par exemple, si demain vous avez un site, votre première page, une page de connexion, et vous n'avez pas accès au reste du site, le visiteur, il est sur la page de connexion, c'est un visiteur. Dès qu'il se connecte, ça devient un utilisateur, parce qu'il va utiliser entre guillemets votre site. Parce qu'il fait une action en passant par là, en s'inscrivant, en se connectant. Là, il aura accès à plusieurs choses. Un visiteur, par exemple, visite, voilà, un portfolio, c'est que des visiteurs. Il regarde votre site et il s'en va. Voilà, c'est comme sur un site e-commerce. Quelqu'un qui vient sur votre site, il n'est jamais venu sur votre site, il vient sur votre site, il regarde un peu votre site e-commerce, tac tac, et hop,
il regarde les produits, mais il fait rien. C'est un visiteur. Demain, il y a une personne qui vient, il regarde, tac, tac, il se crée un compte. Au moment où il a créé votre compte, ça devient un utilisateur. On ne va pas compter un visiteur, mais par exemple, il met dans le panier, personne qui vient, elle met dans le panier des produits, mais abandon de panier, pas de création de compte, que rien du tout, ça reste un visiteur. Mais demain, il met dans le panier, il crée un compte, ça devient un utilisateur. Voilà la différence entre visiteur et utilisateur. Bon, revenons à nos moutons sur là, les relations, donc la liaison. On met donc un verbe généralement à l'infinitif, un user euh, peut-être un super admin, un visiteur, un utilisateur, voilà. Un rôle, et donc là, le rôle, je dis que obligatoirement, tu dois avoir un utilisateur et il peut avoir plusieurs utilisateurs. Parce que par exemple, si je mets un rôle utilisateur, il peut avoir plusieurs users. Sinon, tradition, il faut que je crée autant de rôles que d'utilisateurs. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Pas du tout, du tout. Ici, dans le modèle conceptuel de données, vous ne mettez pas de clé étrangère, vous ne mettez pas d'ID, donc clé primaire. Vous pouvez mettre, sauf si votre identifiant est donc une propriété, il faudra le mettre en surligné pour dire attention, c'est mon identifiant. Mais vous ne mettez pas d'ID, vous ne mettez pas ID, puis last name et first name. Parce que forcément, sur une base de données, vous avez des ID qui sont automatiquement générés. Normalement, de base, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez des ID qui sont incrémentés automatiquement. Voilà. Donc là, on peut voir aussi que j'ai enlevé la partie register, donc la partie avec le login et le password du user. Et pareil, le rôle aussi, je l'ai enlevé. C'est un peu une sorte de sécurité, c'est une bonne façon de faire, c'est une bonne pratique d'enlever. Parce que demain, la personne va hacker, par exemple, arrive à hacker la table, parce que ça représente vos tables, en fait, et les liaisons de vos tables, la base de données. Si demain, j'arrive à hacker la table user, j'aurai le nom et le prénom. Je ne pourrais pas aller modifier le password, je ne pourrais pas aller modifier le login, je ne pourrais pas aller modifier le rôle. Il faudra que je hack au rôle pour modifier comment ça s'appelle le rôle. Il faudra aussi, enfin normalement, bon après, et il faudra que je dise ah attends, il faut que je modifie le rôle du bon user, donc à la bonne ligne, et pareil sur le mail password. Parce que si demain, moi ce que je fais, c'est je décale les rôles de 1 ou 2 ou de 5 ou de 10 indexations, et ben, le user numéro 1 ici sera avec l'ID numéro 1 ici, ne sera pas forcément avec un rôle avec un ID numéro 1. Donc, compliqué pour le hacker de faire les liaisons entre l'utilisateur et l'ID du rôle pour essayer de modifier le rôle de l'utilisateur, etc., etc. Vous avez un peu compris. Et effectivement, idem pour register. Si je, si je m'amuse à créer plein de rôles, plein de logins, et en fait après je les supprime, en fait, si j'en ai créé 10 et que je supprime les 10, et ben ça ne va pas recommencer à 1. Ça va commencer à 11, 12, 13. Mais si, je sais pas, dans user, je n'ai pas touché, bah, le prochain user ici qui va être fait, je sais pas, si j'ai créé que 2 users express sans créer de password, même si là c'est un peu compliqué, mais je le fais à la main, je vais directement sur ma base SQL, je le crée à la main, il y aura un décalage d'ID. C'est pas grave, eux ils vont le savoir, mais le hacker ne le sait pas. Donc ça peut être une façon de protéger un peu ta base de données. Voilà. Pour créer ça, on a donc le modèle logique de données, ce que j'ai tout à l'heure, pour créer le modèle logique de données. On utilise Mukodo.
on voit donc pour créer une entité, on écrit le nom de l'entité en majuscule, les deux points et les différentes propriétés de cette entité. Les liaisons, simplement, on écrit la liaison, donc le verbe ici à l'infinitif, on voit appartenir, on voit qu'on a un petit 1, alors qu'ici on ne l'a pas. Voilà, oui c'est la différence, moi je l'ai, et beaucoup d'autres disent attention, numéroter, si vous allez prendre le même verbe plusieurs fois, numérotez-les, parce que moi il faut que je sache. Mais il met pas ce qu'il y a après l'underscore. Voilà. C'est intéressant à savoir. La liaison, donc on met notre cardinalité de label et notre cardinalité de project. Label project, et voilà. Donc on sait qu'on a une relation ici, many to many. Donc ce qui veut dire prévoir une table d'association. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on ne mettait pas de clé étrangère sur ce schéma, sur Mokodo, on ne met pas de clé étrangère sur le schéma. Maintenant, dans MLD, à la main, on met l'autre clé étrangère. L'autre clé étrangère qui est toujours là où le maximum est le plus grand. Si vous avez une liaison 0, 1, alors attention, quand on dit qu'on a une liaison 0, 1, 0 to 1, en fait on prend les plus grands à chaque fois. Là, le plus grand, on dit un n et un 1. Ma liaison ici, c'est one to many. 1 vers plusieurs. 1 vers plusieurs. Là, on a une liaison one to one. 1 vers 1. On prend le maximum, on prend le maximal, et on les deux maximales de deux côtés, et ça fait notre liaison. Notre liaison entre nos tables. Là, attendez, non, je suis bête, là c'est la même table. Donc là, ici on est une. Bah, bon, si on avait un 1, ça ferait une liaison one to one. Et si on avait ici, on a déjà NN, bah, on a presque tout vu. Là, on a une liaison one to many, là, on a une liaison one to many, là, idem one to many, là, on a une liaison many to many, et là, many to many. Il y a des liaisons 1-1, ça existe. Si on a 0-1-0-1, là, quand on a une liaison 1 to 0 to 1, 0 vers 1, clé étrangère sur 1. Si on a une liaison 1 to 1, vous choisissez où vous mettez votre clé étrangère. Si on a une liaison 0 to many ou 1 to many, la clé étrangère dans la table où il y a le many, où il y a le plus grand finalement. D'accord? C'est toujours où il y a le plus grand. Maintenant, le dilemme qui se pose, c'est on a une liaison NN, many to many. Ici, où est-ce qu'on met notre clé étrangère? Création d'une table d'association. Ça, référence à la première vidéo. D'accord? Donc allez voir ça. Donc là, je fais donc le MLD, modèle logique de données, à la main. Je rajoute donc l'ID et je rajoute ma clé étrangère. Là aussi, c'est assez simple, c'est assez simple à lire. Donc on a le nom de l'entité, son ID, les différentes propriétés, donc ID de propriété, mais bon, là, voilà, c'est un ensemble de propriétés. La clé étrangère, on met underscore, le nom de la table, de l'entité ou de la table, hein, c'est entité égale, non, généralement entité égale table dans la base de données. Et on dit que c'est l'ID. Ça pourrait être autre chose. Demain, votre utilisateur, vous avez besoin de ce numéro de sécurité sociale pour des données dans votre site. Attention, RGPD. Si vous n'avez pas besoin, prenez pas. Première sécurité, prendre le minimum d'informations. Surtout si c'est des informations entre guillemets dangereuses. Donc des informations personnelles. Minimum. Ça vous assurera déjà beaucoup de choses. Si demain vous avez un site e-commerce, évitez de demander l'enregistrement de la carte de bancaire. Voilà, vaut mieux éviter. C'est pas une bonne chose. De toute façon, ouais, faut pas le faire. S'ils veulent l'enregistrer, moi je pense que c'est pas une bonne chose.
de le faire. Donc même si votre téléphone demande d'enregistrer votre carte bancaire, n'enregistrez pas votre carte bancaire. C'est plus chiant de l'apprendre à chaque fois, mais au moins c'est plus sûr. Donc pareil, là, project, les propriétés, et donc ici on dit qu'il y a une clé étrangère de labels et c'est l'ID. Donc il fera référence en fait à l'ID dans la table label, dont l'entité label. Et là, moi, j'ai fait aussi les tables pivots, je les ai volontairement mises. Study label, pardon, j'ai mis faut que je prononce ce S parce que c'est une bonne pratique. Je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais je l'ai mis dans l'autre vidéo. C'est une bonne pratique. Le framework Laravel, le framework Lumen, même Symfony, il me semble, fonctionne comme ça. Si vous avez votre classe qui s'appelle user, programmation orientée objet, on a des classes, elle s'appelle user, et à retourner voir l'autre vidéo que je mettrai à la fin, et ben l'ORM inclus dans ces frameworks n'aura pas besoin vous n'aurez pas besoin de renseigner, si vous avez respecté la bonne pratique, vous n'aurez pas besoin de renseigner le nom de votre table dans votre base de données. Quelle est la bonne pratique? Si vous aimez ce que je suis en train de faire et vous êtes intéressé par quelle est cette bonne pratique, un petit like, abonnez-vous si vous voulez aller plus loin dans la conception, si vous voulez apprendre euh, à faire un site internet de A à Z, mais de A à Z, pas uniquement le code, conception et jusqu'au développement web. Alors, cette bonne pratique, c'est simplement que le nom de votre classe, c'est le singulier du nom de votre table. Ou inversement, parce que normalement quand on parle à la classe, le nom de votre table, donc ici votre entité, on appelle ça une entité, c'est le pluriel de votre classe. Donc si votre classe s'appelle user, votre table, vous la mettez en users. Studies. Voilà, en anglais. Hein. On va pas la demander en français aux frameworks qui sont en anglais. C'est la langue internationale, surtout en le développement web. Donc mettez-vous en anglais, en tous les cas, ça va vous aider grandement à progresser en anglais. Alors, ça peut être une solution pour si vous voulez passer, si vous voulez être développeur, hein, il faut un peu connaître l'anglais. Donc, par rapport à ça, voilà, donc la bonne pratique, c'est ça. Classe singulier, votre table au pluriel. Sachant que si demain, si vous faites singulier, il y a une façon de dire, attention, la table, finalement, c'est pas ce dont à quoi tu t'attends, donc je te la définis. L'ORM, OK, bon, bah, finalement, t'as pas suivi la bonne pratique, mais merci, tu me l'as dit, c'est très bien, hop, je l'ai pris en compte. Voilà. Et il vous dira pas verbalement, mais il vous remerciera quand même. Et donc, bonne pratique aussi, là, bonne pratique, hein, tout le monde voit ça un peu partout, je sais pas si c'est une bonne pratique, mais moi j'ai remarqué que c'était intéressant. Sur les tables pivots, d'association, vous mettez votre table, underscore, le nom de votre deuxième table, et après, donc voilà, il y a la propriété, vous mettrez donc vos clés étrangères. Si vous avez des propriétés, si vous avez des propriétés dans dans ces tables pivots, bien sûr, vous les mettez sur le modèle logique de données. Modèle conceptuel de données. Donc ici, vous mettez pas vos clés étrangères, mais vous mettez les propriétés. Attention. Donc voilà, très simplement. Donc là, vous avez bien, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Hein. Nom de la table, les propriétés, et donc la clé étrangère, c'est un dièse, le nom de la table, et entre parenthèses, le nom de la propriété qui fait référence à la clé étrangère, d'où on va chercher la clé étrangère. Là, donc, c'est l'ID parce que c'est l'ID qui va définir chaque information. On va dire ça comme ça. Il est auto-incrémenté, ça va être la clé primaire en gros. Donc en général, vous prenez la clé primaire, hein, c'est très bien. Donc là, c'est la clé primaire, c'est l'ID. Si vous avez un numéro social, vous pouvez dire que c'est le numéro de sécurité sociale. Voilà, c'est ça.
Donc, on est à ce niveau. Donc, on a vu tout ça, on a vu ça. On a vu donc le modèle logique de données qui génère le modèle conceptuel de données. Alors, j'ai d'abord mis le modèle conceptuel de données parce que il est parlant, il est visuel, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on a le script. Donc, c'est le modèle. On a notre. Donc, j'ai un peu coupé, hein, mais donc là, on a notre drop database. Donc, on a ici notre script nos scripts, notre modèle physique de données, qui est donc le script pour créer dans la base de données la base de données, donc pas dans la base de données, dans, euh, dans le générateur, là où vous allez stocker vos informations. Vous pouvez générer, donc moi je vais utiliser AdMiner, qui va être la partie graphique de gestionnaire de données, donc le SGBR, le système de gestion de base de données. Donc dans votre système de gestion de base de données, vous lancez ce script et il va vous générer les tables et les identifiants. Pas les identifiants, oui, les identifiants, il va vous générer, il va vous créer un utilisateur. Là, vous avez le nom d'utilisateur, vous avez le password que vous pourrez donc personnaliser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, quand on aura fini la conception, vous aurez donc accès à tout au cahier des charges, à ce, comment ça s'appelle, à ce script. Si demain vous voulez donc vous voulez lancer dans votre conception de votre propre portfolio, vous aurez déjà la base de données de faite, de réfléchie. Si elle vous convient, vous la prenez telle quelle. Si vous ne convient pas, vous la modifiez comme vous voulez. C'est vous qui déciderez. En tous les cas, vous aurez déjà une bonne base pour lancer votre projet. Parce que la conception, c'est très important. Parce que même au niveau de la sécurité, elle doit être pensée au niveau de la conception. On verra ça plus tard quand on fera le cahier des charges. Bon là, on l'a un peu vu en faisant nos trois entités en séparant donc le rôle, euh, en séparant le rôle, les identifiants et le nom et prénom de l'utilisateur. Mais on verra qu'on peut aller plus loin. Donc là, je dis je drop, je supprime la database si elle existe du nom de Michel. Bon, là, c'est le nom de database, mais bon, c'est le nom de Michel. Là, ensuite, je crée ma database, qui peut être aussi Michel. C'est juste que là, si je veux relancer le même script, il faut d'abord que je supprime ma base de données avant de recréer ma base de données et avant de recréer mes tables. Parce que si on va me dire, votre base de données existe déjà. Donc, je fais ça pour ça. Donc là, je crée ma base, je lui dis utilise ma base de données. Sur cette base, tu utilises cette base de données-là pour créer l'utilisateur s'il n'existe pas, avec son identifiant pour identifier et le mot de passe. Là, après, je lui dis supprime-moi si elle existe la table ici, les différentes tables. Si elles existent, tu les supprimes. Et je lui dis attention, pour l'identifiant, pour lui là, tu lui donnes tous les accès. Grant all privilèges, je lui donne tous les privilèges. À l'identifiant ici, oui, avec toutes les options. Donc, dire que ce sera le super admin de la base de données. Enfin, de cette base de données là, parce que ça va correspondre à sur cette base de données là. Et après, je lui dis crée-moi la table, create table, le nom de la table, entre parenthèses, les propriétés. L'ID, je lui dis que c'est un nombre, je lui dis qu'il ne peut pas être nul, ça c'est une sécurité, hein. Je lui dis qu'il ne peut pas être nul, je lui dis que c'est la clé primaire et je lui dis qu'il doit être auto-incrémenté. Langage, varchar, ça équivaut à du texte, hein, dont là je serai sur du SQL. Et donc ça veut dire que c'est du texte. Alors sur Postgres, je crois que faut dire texte pour, pour que ça fonctionne. Et je lui dis pareil qu'il doit être, le langage peut pas être nul. Après, vous pouvez mettre, si vous ne mettez pas de note nulle, c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que vous autorisez à ce que le langage soit nul. Mais moi, c'est-à-dire que demain, quand j'aurai mon formulaire pour entrer un nouveau projet, eh ben, attention, il faudra que je dise, hop, 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 il te faut au moins un label, parce qu'il ne peut pas être nul. Donc voilà, il faut que j'ai au moins un label demi, parce que quand je crée un projet,
Effectivement, je veux qu'il soit rattaché à un label. De toute façon, on l'a vu sur notre modèle conceptuel de 2D, les relations, le projet, donc là, ça peut être nul. Le projet doit automatiquement mettre un label. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, on a la foreign key, j'ai le label. Alors, je vous ai mis le undead cascade. Alors, je le mets partout, mais il va être enlevé. Euh, je vous mets en lien dans la description. Vous avez un lien de mon notion où je mettrai les nos différentes informations qui vous amèneront à aller plus loin dans votre réflexion, dans votre savoir. Donc là, vous avez j'ai posé la question à une IA avec donc à fin.com. C'est un moteur de recherche pour développeurs où vous intégrez donc sûrement ChatGPT. Et donc je lui ai demandé de m'expliquer les on-delete et les options. Donc je vous l'ai mis, vous pouvez aller voir dessus à la fin de la vidéo pour aller voir dessus et donc voir un peu, avoir plus d'informations. Bon, vous avez donc une cascade, vous avez 7 défauts, vous avez nul, et je ne sais plus lequel il reste. Vous en avez plusieurs. Je vais dire ça, c'est en bas, c'est là. Vous avez quoi? Vous avez cascade, set nul, no action et restrict. Comme ça, vous verrez tout ce que ça fait. Donc moi, je vais l'enlever parce que finalement, je peux mettre restrict ne permet pas de supprimer une ligne référencée. Cette option est généralement, non, bah non, pas restrict. No action ne fait rien lorsque une ligne référencée est supprimée. Donc je peux mettre no action. Là, je vais mettre no action. Tu vois, vous voyez là, si je mets no action, c'est très bien. Ça veut dire ne va pas supprimer le reste. Parce que là, c'est-à-dire qu'il irait supprimer l'ID. Enfin, il irait supprimer le label. Mais moi, le label, s'il me supprime, c'est par exemple, j'ai mis le label React, il va me le supprimer, et tous mes projets React vont être, n'auront plus ce label affiché. Donc, problème. Voilà, donc pareil ici, bah, ça va changer. Je ne vais pas vous changer à chaque fois, mais vous voyez, on est sur la même chose. Hein, pour study project, on est sur la même chose. On a le title, description, picture et la clé étrangère. Là, pareil, est-ce qu'on a, on a int, on peut avoir, bon là, on voit qu'on a en termes de j'allais dire la int, c'est le type. En termes de type, on a int, varchar, on peut avoir booléen, donc un vrai faux. Voilà, donc ça, vous pourrez aller voir un peu différents types. Vous avez une qui est donc ici, vous avez donc ici euh, comment ça s'appelle, le tutoriel, la doc, et donc des cours sur SQL. Ici, vous avez plein de choses, hein, donc là, vous avez le date, le delete. Là, c'est donc comment faire. Donc, donc les valeurs, blablabla. Donc là, c'est pour supprimer. Là, c'est pour mettre à jour update table, set une colonne égale nouvelle valeur. Donc voilà, where la condition. Donc ça sera votre. Donc c'est le langage SQL, ça sera votre requête à envoyer à votre base de données. Donc pour qu'elle fasse le nécessaire. On verra ça bien plus tard au moment de faire les requêtes. En tous les cas, c'est pas le moment. Voilà. Donc concrètement, voilà ce qu'on sait. Donc create table comme ça, je répète, hein, create table, le nom de la table, entre parenthèses, les différentes propriétés, et avec bien sûr, vous mettez la clé étrangère, vous l'indiquez, foreign key, la référence. Donc clé étrangère ici, donc c'est user ID, donc user ID c'est ça. Référence sur la table users, l'ID. Voilà, run delete cascade, là on a décidé qu'on allait mettre no action à chaque fois. Je le ferai sur la mienne et puis quand je vous mettrai en partage toutes ces informations et de conception, vous aurez donc le script complètement mis à jour. Voilà. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je vais rester encore 2-3 minutes vous expliquer le concept. Donc ça va être un ensemble de vidéos de la conception au développement, mais la conception avec donc la conception de la base de données, donc avec euh, le plan UML, donc le langage UML, la méthode Meurize, le cahier des charges, les wireframes, les maquettes et après le développement.
C'est très intéressant aujourd'hui, un développeur, soit il fait pas que coder, il faut être un peu, il faut aussi savoir comment se base la conception pour soit évoluer dans votre domaine, voilà, de passer de simple développeur à concepteur, donc passer de peut-être sur le lead, entre guillemets, ou assister à un chef de projet, donc sur les parties conception d'un site, vous allez donc participer à la conception et ensuite participer au développement, donc diriger des développeurs ensuite, voir développer avec eux et suivre tout le projet. Donc c'est intéressant de savoir ça. Donc ensuite, quand vous êtes si vous êtes en poste et que vous vous intéressez au développement, forcément, à force de voir qu'il y a quand même tout un cahier des charges avec tout ça de fait, si vous êtes curieux, vous irez voir comment ça fonctionne. Mais en tous les cas, si aujourd'hui vous commencez, c'est intéressant de savoir tout de suite comment ça fonctionne. Donc on va voir tout ça, ça va être une série de vidéos pour finir par le développement d'un site. Mais un site vraiment global, en sens où vous aurez donc un front-end client pour présenter vos projets, présenter qui vous êtes, donc un vrai portfolio. Et vous aurez donc un back-end qui va comprendre de son côté un back-office, donc un système d'administration. Donc aussi, en fait, ça va être un client, mais pour vous, avec, de, avec une connexion. Donc ça va être, là, ça va peut montrer aussi que vous savez mettre en place un système de connexion avec un système de donc c'est intéressant. Là, ça va être avec la partie session, le PHP, ça va être la mise en place de session. Il n'y aura pas de, je crois que j'avais dit une fois que j'avais un JWT un token, mais il n'y aura pas de token là. Avec comment ça s'appelle? Avec PHP, on va utiliser session, on va pas utiliser le token. Mais il y a le token, c'est utilisable, mais je pense pas qu'on le fera. Euh, voilà, sur cette partie-là, donc sur le back-end, vous aurez donc le back-office et on aura aussi donc une API. La mise en place d'une API bah, pour que votre front-end, pour présenter votre portfolio et donc vos données finalement, pour les présenter, il faut bien aller les chercher. Donc, mise en place d'une API. Souvent, ce qui se passe, c'est que les portfolios pour les front-end, c'est un site dynamique, mais qui n'a pas tu ne vas pas chercher en base de données, qui va, ils font des mocks, ce qu'on appelle des mock-ups, donc ils mettent peut-être, soit ils mettent en dur, soit ils font des mock-ups. Les mock-ups, c'est un peu une avancée dans le sens où ils font, entre guillemets, la base de données dans le site et ils remplissent ces mock-ups et en fait, ça met à jour le site, mais il n'y a pas de système d'API. On va être vraiment sur un site global qui est. Il manquerait juste la mise dans le panier et système de paiement et on est sur un site e-commerce. On est à la limite du site qui fait prêt, que vous avez tous les systèmes de configuration. Donc si ça vous intéresse, soit vous allez en description, il y a une scène Twitch parce que c'est là-bas que je vais streamer mon code et après je le mettrai sur YouTube. Mais en tous les cas, ce sera là-bas que vous pourrez venir participer, soit participer sur mon code, soit participer avec moi en faisant de votre côté le site, votre site, où à la fin vous aurez un portfolio complet et ça sera le vôtre. Soit juste venez voir et puis on discute, on rigole bien et c'est tout quoi. Entre développeurs, on peut aussi faire ça. Voilà, on peut apprendre. On apprend beaucoup plus, je pense, en codant à deux qu'en codant tout seul de son côté. Donc c'est un peu pour ça que je code sur Twitch. Voilà. Comme je disais, vous aurez en description plusieurs liens. Le lien donc vers Twitch, le lien vers là, je vous mets le lien vers le Notion avec donc la première fiche qui est intéressante à lire, qui peut vous apporter plus de connaissances. Et au fur et à mesure, dès que je suis donc sur, comment dire, en live et que et que je trouve des trucs, des choses intéressantes, je les mettrai soit sur Notion, soit je les mettrai directement en lien, mais je pense que je ferai plutôt une page Notion avec toutes les sources. Je sais que sur l'ancienne vidéo, j'avais mis la source qu'on avait regardée pendant le live Twitch. J'avais mis comment dire, le lien. Là, je vais vous faire vraiment un truc très clair, très bien. Vous aurez toutes les notions bien faites et ça vous permettra d'avancer, de progresser
d'apprendre, ça dépend de votre niveau. Voilà, donc vous pouvez regarder, je vous ai mis normalement quelque part la vidéo juste avant, qui elle refait référence à une autre vidéo juste avant à la fin. Elles sont longues, je sais, mais c'est pour apprendre. C'est pas, ça va être quelque chose de long. C'est pas uniquement des notions précises. Enfin, c'est une notion précise là. C'est une notion sur la conception, toute la méthode Meurize, mais ça va être plus naturel. C'est pas, c'est comment dire, c'est pas, j'apprends à faire le MCD, modèle conceptuel de données, et après une autre vidéo sur le modèle logique de données, et après une autre vidéo sur le modèle physique de données. C'est un ensemble. Donc, je préfère faire une vidéo parce que c'est un ensemble. Ça va ensemble. Donc voilà. Bah, je ne dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit ou bon appétit. Ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Et je vous dis à la prochaine.